Alors, je voudrais commencer, Monsieur le Président et Mesdames, peut-être rappeler quelque chose qui doit être absolument présent à votre esprit. C'est que pour nous, au syndicat de la magistrature, penser le maintien de l'ordre, ça doit l'être au prisme du droit de manifester et non l'inverse. Et je vous dis ça parce que c'est une question qui n'est absolument pas nouvelle, hein, cette question du maintien de l'ordre. Et il y a déjà une commission d'enquête parlementaire en mai 2015, vous le savez, qui avait été présidée par Noël Mamère. Et il avait été conclu par Noël Mamère ceci, je vous les lis parce que ça m'a totalement interpellée. Il avait dit: nous aboutissons à un rapport qui s'interroge sur la façon d'intégrer la possibilité de manifester dans le cadre de l'ordre public. Il n'est donc plus question de garantir un droit et de comprendre comment il peut être bafoué, mais au contraire de tenter de le circonscrire pour qu'il s'ajuste au maintien de l'ordre, dont les modalités ont par ailleurs déjà été modifiées. Et cette inversion du prisme change pour beaucoup le sens et la raison de ce travail. Donc, je pense que c'est quand même utile de voir quel est le changement qui peut s'opérer et quel est le changement depuis, et j'ai envie de dire pas depuis 2015, hein, mais déjà depuis très longtemps, de notre manière de penser le maintien de l'ordre. Il faut vraiment que l'on réfléchisse au maintien de l'ordre au prisme du droit de manifester, de cette liberté fondamentale, et non pas l'inverse, ce que l'on tend à faire malheureusement depuis tant d'années et qui, à mon avis, justement, fait qu'il y a des difficultés. Et je ne le dis pas comme ça de manière idéologique, hein, je le dis parce que c'est en référence à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et d'ailleurs, monsieur le président de cette précédente commission d'enquête y faisait référence. Je vous le rappelle que les droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc c'est bien la liberté qui doit être, à mon avis, au cœur de ces réflexions. Je vous le dis, et vous l'avez compris, je pense, depuis le début de vos travaux, la question ou bien la problématique, moi je pense qu'il y a une problématique, du maintien de l'ordre, elle n'est absolument pas nouvelle, elle est même très ancienne, parce qu'elle est liée, je pense que vous avez entendu et que vous envisagez d'entendre des historiens, parce que cette question du maintien de l'ordre, elle est intrinsèquement liée à l'histoire des protestations sociales. Et aussi, elle est très ancienne parce que je pense que la question des maintiens de l'ordre, elle est avant tout politique. C'est une affaire politique. Et ça n'est pas que, même si moi je vais développer mon propos sur ce cadre-là, elle n'est pas que une affaire de technique policière et elle n'est pas que une histoire de cadre juridique. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment est-ce que tout ceci est utilisé, mais c'est avant tout quand même une affaire politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais je pense que nous pouvons observer qu'il y a des marqueurs français qui font que le maintien de l'ordre pose difficulté. Et il pose difficulté pourquoi? Parce que l'on constate qu'il est inefficace. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que nous sommes inefficaces. Quand je dis nous, c'est la police et la justice, voire incompétents même. Je vais même aller jusque-là. C'est peut-être un peu provoquant ce que je vais dire, mais à mon avis, c'est utile aussi de ne pas être dans le déni. Inefficace, d'une part, parce qu'on ne protège pas les manifestants. Et d'autre part, on n'arrive pas à neutraliser, même si j'aime pas du tout ce terme, mais il est facile, à neutraliser les protestataires violents. Et en plus, cette inefficacité, elle se double de déni, tant du côté de la justice que de la police, déni qui nous empêche de changer de paradigme, qui nous empêche d'avancer, parce que depuis mai 2015, la précédente commission d'enquête, rien n'a bougé, au contraire, ça s'est aggravé, et déni en plus qui ne fait que nourrir la crise de confiance entre la population et les dépositaires de ces missions régaliennes que nous sommes, policiers et magistrats. Donc du coup, les conséquences sont extrêmement gravissimes parce que je pense que ce qu'il faut aussi que vous ayez à l'esprit, c'est que au syndicat de la magistrature, nous sommes très sensibles à cette question-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait enfin une confiance qui renaisse entre la police et la population. Alors ces marqueurs dont je vous parle, et sur lesquels nous devons œuvrer en faisant preuve, je pense, d'objectivité, à défaut de courage politique, ils sont de plusieurs ordres. Et c'est sur cela, à mon avis, qu'il va falloir que vous vous concentriez. Un, il faut absolument une nécessaire réaffirmation de la doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre. Quand je parle de doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre, je parle de celle du début du XXe siècle, qui est fondée sur trois principes, qui est fondée sur la mise à distance des manifestants, l'intervention collective et sur ordre,
et l'emploi graduel et réversible de la force. Je pense que cette doctrine du maintien d'ordre à la française, qu'on a de cesse de rappeler, en fait, elle n'est plus du tout à l'œuvre. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, en fait. Et ce n'est pas depuis 5 ans, ce n'est pas depuis 10 ans, c'est déjà depuis, à mon sens, une vingtaine d'années. Et je pense que les sociologues que vous avez entendus et les historiens que vous avez entendus vous l'ont dit. Et pour ça, il faut qu'on arrive opérationnellement à réaffirmer ces principes. Et pour cela, il faut s'interroger sur 2 autres marqueurs. 1, la brutalisation à l'œuvre du maintien de l'ordre. 2, la judiciarisation à outrance de maintien de l'ordre. Ce sont 2, je pense, dispositifs, la brutalisation et la judiciarisation, qui font qu'on est inefficace. Et qui font aussi que la conséquence première est celle d'entraver la liberté de manifester, dont, je vous le rappelle, le respect est au cœur de la mission constitutionnelle du juge en tant que garant des libertés individuelles. S'impose à nous dès lors un nécessaire revirement, j'ai presque envie de dire presque culturel en ces temps confus, pour enfin déclencher à la fois des moyens, et je pense que Fabien Jobard vous en a parlé parce que c'est aussi une question de moyens, et des dispositifs qui seront idoines pour mettre en œuvre réellement, et je parle sur le terrain, une doctrine de désescalade, une doctrine de mise à distance et une doctrine de pacification des foules, parce que c'était ça les principes fondateurs du maintien de l'ordre à la française. Alors, je vous le dis d'emblée, je ne suis pas dans des concepts ésotériques et tout ça, je ne suis pas là, et il n'est pas question devant vous de nier, et je pense qu'on est les premiers témoins de cela, la violence de certaines protestations et de certains protestataires. Il n'est pas du tout non plus question de mettre en doute l'étiolement de certains cortèges et la désorganisation de certaines manifestations, y compris de certains manifestants dans le cadre d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et il n'est pas non plus question d'ignorer qu'il y a une transformation de mouvements revendicatifs, que ce soit dans le temps et dans l'espace. On a vu avec la création des ZAD, avec la création de mouvements tels que Nuit debout, la création également de mouvements quasiment tous les samedis avec les Gilets jaunes. On a des manifestations qui s'étalent dans le temps et dans l'espace, et je pense que ça, c'est important dans la prise en compte de vos réflexions. Mais sauf que le défi, c'est de pouvoir créer un cadre qui soit déterminé, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est flou, et propice à la désescalade. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que lorsqu'on parle d'ordre, j'ai presque envie de dire O-R-D-E, quand on parle d'ordre, et donc d'ordre public, c'est d'arriver par l'ordre, c'est-à-dire un cadre, une discipline, un sang-froid, pour pouvoir arriver à une paix publique, parce que seule la paix publique sera le terreau de l'exercice des libertés individuelles, telles que le droit de manifester. Je vais vous le dire de manière un peu triviale, le maintien de l'ordre, ce n'est pas une affaire de gros bras. Ce n'est pas une affaire viriliste. Le maintien de l'ordre, c'est une affaire de grande discipline et de fine tactique. Et je pense que ça, on l'a oublié aujourd'hui dans ce qui se passe depuis les années 2000. Et donc, pour arriver à une plus grande efficacité et pour arriver à des manifestations qui soient moins violentes, par exemple, ce que le syndicat de la magistrature vous propose, alors je ne peux pas tout développer, mais ça sera développé dans notre écrit, je vous donne quelques exemples de pistes. 1. La démilitarisation des forces de l'ordre. Et je pense surtout aux unités non constituées et non dédiées au maintien de l'ordre. Vous me voyez venir, je parle forcément des armes de force intermédiaire, qui ont d'ailleurs pu, de manière totalement incongrue, être appelées à un moment donné des armes semi-létales, comme si on pouvait être demi-mort. Mais bon, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'origine, ces armes de force intermédiaire, elles avaient été créées justement pour la mise en distance et pour la protection des forces de l'ordre. On voyait des policiers qui étaient de plus en plus blessés, on voyait qu'il y avait des mises à distance qui avaient des difficultés à se mettre en œuvre, et du coup, on a créé ces armes de force intermédiaire. Or, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est totalement l'inverse. Vous avez le travail de M. Rocher sur ces armes dites de force intermédiaire. Vous avez également le travail du défenseur des droits, vous avez également le travail de l'ACAT qui sont extrêmement touffus. Et vous voyez bien que, à rebours de ce qu'elles étaient censées créer, c'est-à-dire l'utilisation de moins d'armes, eh bien, on a une utilisation qui est exponentielle. Et là, je ne vous parle même pas de doctrine d'emploi. Rien que la mise à disposition des forces dites
des armes de force dites intermédiaires multiplie l'utilisation des armes. C'est-à-dire qu'alors qu'on voudrait qu'il y ait moins d'utilisation d'armes, parce que qui dit utilisation d'armes dit escalade, et ben c'est l'inverse qui se produit. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de penser à cette démilitarisation, car aujourd'hui, ça amène, alors vous aurez dans notre écrit la liste du nombre de blessés qui est exponentielle ces dernières années. Je pense qu'il faut absolument mettre le doigt dessus et savoir quelles en sont les origines. Et l'origine première, c'est justement ces AFIS, ces armes de force intermédiaires. Deuxièmement, autre piste de réflexion, il faut un renforcement drastique de la formation et de celle qui est ciblée sur les unités mobiles de maintien de l'ordre. Ce qu'il s'agit là, c'est de reprofessionnaliser ces forces aux nouvelles configurations de gestion des foules. Vous le savez, il y a une confusion, il y a une porosité entre les dispositifs de maintien de l'ordre et les dispositifs de ce qu'on appelle la police urbaine. Je pense que les techniques qui avaient été employées et qui sont encore employées, notamment dans certains quartiers, qui sont liées à des violences urbaines, eh bien, ces dispositifs-là ont été intégrés dans des dispositifs de maintien de l'ordre et on voit que ces dispositifs sont totalement à la fois inefficaces et brutaux. C'est-à-dire que l'intervention d'unités qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre, qui en plus sont armées, alors je parle notamment des brigades anticriminalité, de certains effectifs des BSU, je parle également du redéploiement des Braves. Je pense que ces unités-là, elles ne sont pas formées au maintien de l'ordre. Et en plus, on leur donne des instructions qui vont à rebours de la doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre à la française. Donc, du coup, il y a une confusion. C'est pour ça que quand je vous dis que le défi contemporain, c'est d'élaborer un cadre déterminé, c'est bien ça. C'est-à-dire que l'articulation entre technique de violence, de déploiement de violence urbaine, technique de déploiement de mise de maintien de l'ordre, elles sont contradictoires. Et ça amène à ce qu'on appelle une brutalisation du maintien de l'ordre. Donc, il faut former ces équipes-là, parce que les chaînes de commandement ne sont pas les mêmes, parce que la chaîne de responsabilité ne sont pas les mêmes, parce que les dispositifs de remontée d'usage des forces ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas du tout les mêmes forces de police. Je pense qu'il faut absolument renforcer au moins la formation de ces unités mobiles. Troisième piste de réflexion, il faut absolument qu'il y ait un engagement clair, et je trouve qu'il est totalement presque absent du nouveau schéma national du maintien de l'ordre qui a été publié il y a quelques semaines, pour une plus grande transparence concernant l'engagement des forces employées. C'est quand même hallucinant qu'en France, alors qu'on est dans des tas de pays, il y a des obligations légales à communiquer les chiffres, alors pas forcément que sur le déploiement organisationnel, mais notamment par exemple sur l'usage des armes. J'ai été affligée de lire dans le dernier rapport de l'IGPN que pour l'année 2016, il y avait dans la case utilisation des grenades de désencerclement le chiffre 0. C'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas les chiffres. Comment voulez-vous qu'une commission d'enquête parlementaire comme la vôtre puisse réfléchir à la question du maintien de l'ordre si vous n'avez pas de chiffres, si on ne sait pas combien de grenades ont été utilisées? Il faut absolument… Alors, je sais qu'il y a eu des instructions en 2019 un peu plus précises de la part de la hiérarchie policière pour que les policiers fassent remonter le nombre de fois où vous avez utilisé leurs armes, sauf que nous sommes à la préhistoire, j'ai envie de dire, dans ce domaine de la communication et de la transparence de l'engagement des forces employées. Et quatrièmement, autre piste de réflexion, il faut un déploiement massif, et quand je dis massif, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens, et ce n'est pas quelques dizaines de personnels, c'est des centaines de personnels dont il faudrait utiliser, c'est les dispositifs de médiation. Médiation en amont et en aval de la manifestation. Et pour cela, je pense que, et Fabien Jolbard l'explique extrêmement bien dans ses travaux, lui qui a tant travaillé sur le maintien de l'ordre en Allemagne, et il voit les dispositifs qui sont extrêmement précis et qui sont totalement centrés sur la médiation. Et je ne vous parle pas de quelques dizaines de médiateurs au milieu des manifs, hein. C'est pas ça. C'est des centaines de médiateurs qui sont présents en Allemagne dans les manifestations. Je sais que la Belgique a aussi utilisé ces dispositifs. Je sais que la Suisse a aussi utilisé ces dispositifs. Sauf qu'il faut absolument que des personnels y soient dédiés, des personnels y soient formés et qu'on mette les moyens. Parce qu'en fait, quand je vous dis que le maintien de l'ordre, c'est une affaire politique, c'est aussi une affaire sonnante et trébuchante. Et pour cela, je trouve que de la même manière,
la France est totalement dans un déni. Je pense qu'on est on est renfermé dans des carcans parce qu'on on surfe encore sur l'excellence française du 19e siècle et du début du 20e siècle sur la gestion du maintien de l'ordre, sauf qu'en fait, on ne s'ouvre absolument pas à ce qui se passe à l'étranger. Je vous donne un exemple. La mise en place du programme Godiac, eh bien, la France y est totalement absent. Ce programme Godiac, y ont participé la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, Chypre, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, les Pays-Bas. Ils ont mené une réflexion justement sur la base d'observations et d'études pour savoir justement construire une doctrine de pacification de la gestion des foules. Et bien, la France n'y a pas participé. De la même manière, il y a très peu de sociologues et très peu de policiers étrangers dans les centres de formation français. Nous sommes encore, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pour ça que je parle de revirement culturel, on est encore à la préhistoire en termes d'ouverture sur ces questions-là. Et enfin, sur la question du traitement judiciaire du maintien de l'ordre, je me suis permise d'y venir à la fin parce que je sais que vous allez me poser davantage de questions là-dessus, donc c'est pour ça que je me suis davantage concentrée de manière liminaire sur plus le travail policier et sur la doctrine philosophique du maintien de l'ordre. Sur le traitement judiciaire, au syndicat de la magistrature, on n'a absolument pas peur de dire que de la même manière, nous sommes extrêmement brutalisants et inefficaces, sinon totalement, en termes de traitement, totalement insuffisants, insatisfaisants. On n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on utilise des infractions qui ne sont absolument pas efficaces pour traiter véritablement les personnes qui sont déférées. Il y a des taux de classement sans suite qui sont effarants, des taux de classement sans suite secs, c'est-à-dire sans déferment au stade des gardes à vue, qui sont d'ailleurs parfois prises par des parquetiers qui sont sur le terrain, c'est-à-dire soit dans les cellules de commandement, soit directement dans les commissariats. Et je peux vous dire, pour avoir été au parquet de Paris, que les classements sans suite secs, parce qu'on a des procédures qui sont indigentes, parce qu'on a des personnes qui ont été interpellées sur la base quasiment d'aucun élément probatoire, il est absolument inacceptable que dans un état de droit et que dans un traitement judiciaire de cette sorte-là, on ait des taux de classement sans suite qui soient aussi importants. Et là, quand je vous parle du classement sans suite, c'est des classements sans suite sans rappel à la loi. Par ailleurs, la manière également dont, je vous donne un exemple, dont on utilise l'infraction de participation à un groupement en vue de la préparation de violences, comment ce délit est totalement dévoilé de son objectif principal. Il est totalement détourné finalement du domaine du champ pénal parce qu'on a un recours massif à cette infraction, pas forcément pour pouvoir les poursuivre devant un juge correctionnel, parce que finalement, ceux qui arrivent devant le tribunal correctionnel, ce sont des personnes qui sont poursuivies majoritairement pour des faits de violence volontaire, pour des faits de dégradation grave volontaire ou de destruction grave volontaire. En revanche, il y a peu de procédures judiciaires qui arrivent sous la qualification de cette infraction. Pourquoi? Parce que c'est une infraction qui est extrêmement difficile à caractériser. Ce qu'a d'ailleurs rappelé la Cour de cassation à de multiples reprises, il faut des éléments matériels, il faut des éléments en amont pour pouvoir caractériser une intention. Parce que je ne vais pas revenir sur la philosophie de cette infraction qui, nous, au syndicat de la magistrature, nous heurte beaucoup parce qu'on est à faire une infraction, c'est un peu le low cost de l'association de malfaiteurs, mais c'est une infraction qui est très difficile à caractériser. Donc, en fait, elle n'est pas du tout utilisée à des fins de poursuite, elle est totalement utilisée à des fins de maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on interpelle en masse, sous cette qualification fourre-tout, on se retrouve avec des commissariats qui sont submergés de garde à vue, avec des officiers de police judiciaire qui sont submergés de procédures à décortiquer, tout cela pour justement éloigner les manifestants des zones de cortège, et donc du coup entraver la liberté de manifestation. Donc on voit qu'il y a totalement un détournement de cette infraction au profit seul du maintien de l'ordre. Et du coup, nous, juges, nous sommes mis en difficulté. Quand je dis juge, c'est magistrat, parquet et juge. Nous sommes mis en extrême difficulté parce qu'on a le devoir d'examiner, de caractériser cette infraction qui est totalement inappropriée pour ce type d'événement. Je ne ferai pas d'autres développements parce que j'ai déjà dépassé mes 5 minutes de propos liminaires, mais c'est exactement la même logique sur l'utilisation du délit de détention d'armes.
lorsque vous regardez les textes et l'article 132-75 du code pénal, la définition de l'arme par destination n'est absolument pas conforme à l'utilisation qui est faite de ce délit. On interpelle des personnes parce qu'ils ont des masques. On interpelle des personnes parce qu'ils ont des outils. Je parle de gilets jaunes qui avaient des outils dans leur coffre et qui n'étaient absolument pas sortis du coffre et qu'on a interpellé, qu'on a placé en garde à vue parfois pendant 48 heures sous cette qualification. Et vous voyez bien qu'il y a des détournements qui mettent l'institution judiciaire, l'autorité judiciaire, totalement finalement à la mainmise de politique préfectorale. De la même manière, vous l'aurez compris, l'utilisation et le recours massif à la procédure accélérée et d'urgence de la comparution immédiate est totalement inapproprié à ce type d'événement. Vous le savez très bien, les temps sont comptés en comparution immédiate, les procédures sont transmises aux avocats et aux différentes parties de manière totalement insatisfaisante, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le temps de pouvoir lire, se défendre et caractériser des infractions qui sont compliquées. Et donc, je pense que lorsqu'on a affaire à des faits graves, c'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à des faits d'atteinte aux personnes, lorsqu'on a affaire à des procédures qui mettent en cause plusieurs mises en cause, lorsqu'on a affaire à des violences policières, il faut absolument ouvrir des informations judiciaires. Le parquet n'a pas les moyens, dans l'urgence, de caractériser ce type d'infraction dans ce type de procédure accélérée. C'est totalement inapproprié. Et j'en finirai là. Je pense que la réussite d'un maintien de l'ordre, elle ne doit pas être appréciée en fonction du nombre d'arrestations. Or, aujourd'hui, on constate que la prestation policière en ce domaine, elle est évaluée pour beaucoup sous cet angle, ce qui, à mon sens, constitue une erreur stratégique. Alors, une erreur stratégique, nous, autorités judiciaires, et nous, autorités policières. En revanche, d'un point de vue communicationnel pour les pouvoirs publics, qui se gargarisent de tels chiffres, oui, il y a tant de gardes à vue, tant de condamnations, sauf que c'est absolument pas pensé aux effets extrêmement contre-productifs à moyen et à long terme. Désolée, j'ai été un peu longue.